Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. Il est l'heure de retrouver cette émission pour parler placement avec plusieurs sujets très variés aujourd'hui encore. On va s'intéresser au private equity, on va s'intéresser à l'assurance vie et aux stratégies que vous pouvez mettre en place pour 2023. On fera un petit bilan sur les SCPI, on regardera les performances 2022 et on essaiera d'en tirer des perspectives sur 2023 également. Et puis, dernier chapitre consacré aux marchands de biens, à l'investissement dans ce type de placement un peu original qui permet de voir l'immobilier sous un autre jour. Restez jusqu'au bout, un chapitre qui peut vous intéresser. Voilà, c'est Parlons Placement, c'est en direct et ça commence tout de suite. Pour cette première partie au marché du private equity, cette classe d'actifs. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude on parle ensemble des marchés financiers, plutôt les placements des sociétés cotées. Et là, vous nous dites il faut regarder le private equity. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord, le private equity a explosé au cours de ces 20 dernières années. Un chiffre, 4 500 milliards, si on regarde les encours du private equity dans le monde, 4 500 milliards en 2022. En 2002, il y a 20 ans, c'était 200 milliards. Donc tout le monde y participe, ça monte en puissance, y compris en France, y compris pour les particuliers. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans le private equity. Alors, private equity, il faut peut-être rappeler, en effet, que c'est de l'investissement dans des sociétés non cotées qui ne sont pas sur des bourses classiques. C'est une classe d'actifs qui, en général, arrive avant la bourse, mais de plus en plus aussi parfois, parce que maintenant, il y a des sociétés qui sortent des marchés financiers et qui se font racheter pour ne plus avoir, entre guillemets, ces contraintes ou une partie des contraintes qui pèsent sur les bourses. Oui, tout à fait. C'est de plus en plus recherché par les entreprises, plutôt de taille intermédiaire. Les très grosses entreprises restent des entreprises cotées, mais on a vu des cas encore récemment sortir de la bourse. Pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Vous l'avez dit, pour des raisons de simplicité. Il y a moins de contraintes réglementaires, de publications par exemple à sortir, d'informations financières un peu lourdes à donner aux actionnaires. Mais la raison essentielle, elle n'est pas là. La raison essentielle, c'est que ça permet de stabiliser l'actionnariat. Et ça, c'est très important pour une entreprise qui veut se développer. En général, on peut faire un pacte d'actionnaires qui est là sur au moins 5, voire 10 ans. Et ça assure vraiment une pérennité de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise sur cette durée-là. Alors, vous nous avez apporté des graphiques pour illustrer pourquoi est-ce que, selon vous, il faut regarder cette classe d'actifs. On va les découvrir ensemble. Alors, le premier, il dit beaucoup de choses, en fait. Dans le premier, vous avez au centre, qui est entouré, la performance. La performance, en fait, des fonds au cours des 10 dernières années. Donc, c'est le passé, ça ne préjuge pas de l'avenir, comme on dit. C'est le private equity que vous voyez au milieu. Pourquoi il y a 3 barres ? Parce qu'on présente effectivement selon les quartiles. Le premier quartile a eu une performance de 25%. Il s'agit de la performance annuelle sur 10 ans. Les meilleures performances, donc les 25% des meilleurs fonds, ont fait 25% annuels. Par contre, sur 10 ans. Sur 10 ans, donc c'est une belle performance. Par contre, le troisième quartile, ce n'est que 5%. Donc, il y a un gros écart de performance. Un gros écart reste positif. Mais c'est assez logique, finalement, parce que, en fait, c'est un jeu plus dangereux, avec une prise de risque plus élevée. Et donc, soit ça marche très bien, soit ça marche beaucoup moins bien. Voilà, ça démontre exactement ça. C'est beaucoup plus ramassé sur le côté. Sur le côté, en fait, on est beaucoup plus proche de la moyenne, beaucoup plus proche de l'indice global. Mais comme vous dites, ça montre bien qu'il y a du risque. Il y a des perspectives de rendement élevées et il y a du risque. Alors, plusieurs questions. Comment est-ce qu'on fait pour repérer les meilleurs et justement être dans le premier quartile et pas se retrouver avec les derniers de la classe ? Comment on fait ? D'abord, je pense qu'il vaut mieux investir, c'est une recommandation qu'on donne, il vaut mieux investir au travers des fonds et non pas investir en direct. Investir en direct, effectivement, on pourrait tomber sur la pépite, mais on peut aussi tout perdre. Et puis, on n'est jamais soi-même, on n'est pas toujours un expert capable d'analyser l'infomémo qu'on nous donne, les chiffres, le bilan, etc. Méfiez-vous d'un ami m'a dit d'investir dans telle société. Ça, on est d'accord, parce que ce qu'on voit là, c'est la performance des fonds. Mais comment est-ce qu'on choisit les bons fonds ?
Alors, il faut analyser en fait les gérants, les écouter, leur process, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Nous, ce qu'on aime bien, c'est lorsqu'il y a une équipe, et ça ne dépend pas d'un homme clé au sein de la société de gestion, et on regarde comment l'équipe est organisée. Est-ce qu'ils sont experts dans certains secteurs ou est-ce qu'ils sont généralistes? Nous, on aime bien les experts. On aime bien les gens qui viennent de ce secteur-là et qui se mettent à faire du private equity. C'est des gens qui sont capables de parler en fait aux entreprises, aux patrons, qui comprennent la stratégie, qui comprennent éventuellement la technologie qu'il y a derrière l'entreprise, parce que souvent c'est des entreprises de technologie, c'est des entreprises de croissance, et si on ne comprend pas le modèle, on ne peut pas bien investir dedans. Alors ça, c'est la première question, comment est-ce qu'on les repère? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour mettre un pied dedans? Parce que souvent, ces véhicules d'investissement sont réservés à des personnes plutôt fortunées. Le ticket d'entrée était réservé jusqu'à il y a peu, était assez élevé, la marche est haute. Complètement, c'est d'abord un marché pour les institutionnels et qui est en train de se démocratiser. Donc on voit de plus en plus de fonds qui sont créés avec un ticket d'entrée bien plus faible. Avant, c'était plus d'1 million, maintenant ça descend, 200 000, 100 000, et puis on en voit quelques-uns où on peut investir pour quelques milliers d'euros. Un petit peu comme dans des fonds d'investissement cotés. Exactement, c'est exactement la même gestion qui est faite. Donc vous bénéficiez en fait de l'expertise de la gestion qui est réalisée pour les institutionnels, mais avec des parts différentes qui sont, on va dire, un petit peu plus chargées qu'un institutionnel qui va mettre plusieurs dizaines de millions. Il y a plus de frais, certes, mais vous avez accès à la même classe d'actifs et donc à la même perspective de rendement. Est-ce le bon moment pour y aller? Alors ça, c'est le deuxième graphe que je vous ai ramené. Alors on va le découvrir. Ce qui donne en fait l'intérêt de la classe d'actifs, c'est sa valorisation. Comme dans le côté, on peut regarder la valorisation. Alors, ce qu'on regarde ici, c'est la valeur sur l'EBITDA, c'est le critère essentiel, hein, c'est le ratio, s'il n'y en a qu'un à retenir, c'est celui-là. Oui, parce que souvent la valorisation est un multiple de cet EBITDA, c'est-à-dire voilà. En gros le résultat opérationnel si on simplifie à l'extrême. C'est ça, c'est le multiple de l'EBITDA qu'on regarde. Donc on voit que depuis 2021, depuis le pic, et à 11,6 fois l'EBITDA, le marché a corrigé et c'est notamment lié à la hausse des taux. Donc comme sur le marché coté, on achète des entreprises moins chères aujourd'hui qu'il y a quelques mois, quelques trimestres. Et on voit que la tendance est haussière. Hein. La tendance globale est haussière. Pourquoi? Mais ça, on voit bien que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand même, c'est de plus en plus de flux. On est passé de 200 milliards à 4 500 milliards. Il y en aura de plus en plus, comme on l'a dit. Donc cette tendance devrait rester haussière. Mais on est sur un point qui me paraît intéressant aujourd'hui. Quand on est un particulier et qu'on veut mettre un pied dans cette classe d'actifs, le non coté, à quel niveau il faut y aller? Parce qu'on peut se faire aveugler par ces rendements de 25% plus élevés que sur des placements plus traditionnels. Ouais. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Alors, moi, je recommande de mettre une petite part de son patrimoine. Après, tout dépend de son aversion au risque ou de son goût du risque. Tout dépend de son patrimoine. Plus on a un patrimoine élevé, plus c'est facile de mettre de l'argent dans le private equity. Ou de son horizon de placement, parce qu'on l'a pas dit. Et son horizon de placement. Mais l'horizon de placement est très long. Il faut avoir 10 ans devant soi pour cette partie-là. Donc, c'est une petite partie du patrimoine. Mais vu les perspectives de rendement, on n'a pas besoin de mettre une grosse partie de son patrimoine pour avoir une performance globale du patrimoine élevée. Donc, vous diriez combien? 5%? Alors 5% lorsqu'on est un profil prudent et ça peut aller jusqu'à 30% lorsqu'on a un profil dynamique ou offensif. En fait, je voudrais rajouter un point qui me tient à cœur en fait, sur cette classe d'actifs. On parle souvent, vous savez, du signe noir quand on est investisseur. Le signe noir, c'est quoi? C'est un événement qui est imprévisible, qui arrive et qui a un impact majeur sur les investissements. Le private equity, c'est profiter en fait du signe noir inversé. C'est quoi le signe noir inversé? Non, ça reste un signe noir. C'est un événement qui est imprévisible, mais qui a un impact sur la valorisation qui est exponentiel. Exemple du signe noir, le Covid. Imprévisible, le CAC 40, il fait moins 40 en un mois. Signe noir inversé, le Covid. Avant, comment? Pour Zoom. L'action Zoom est passée de 65 $ à 500 $. Pour Zoom, c'est un signe noir inversé. Profitez des signes noirs inversés. Ne soyez pas impacté par le signe noir, mais par ceux qui vont vous faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça se trouve plus dans la poche de private equity que la poche cotée, parce que Zoom, en l'occurrence, c'était coté. Alors, là, en l'occurrence, c'était coté, mais on va en trouver des pépites comme ça, on va en trouver plein dans le private equity. Et le signe noir inversé, c'est le private equity.
Donc des exemples concrets sur lesquels on peut aller. De ce qu'on peut voir en ce moment, qui nous paraît très intéressant, un secteur, la cybersécurité. Vous savez que la cybercriminalité explose et du coup il y a un secteur dans lequel il faut investir, c'est la cybersécurité. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. En Europe, il y en a beaucoup. En France, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les États-Unis et Israël. Il y a des fonds qui proposent d'investir dans ces entreprises-là. Il vaut mieux le faire à travers des fonds parce que là, on est typiquement dans une technologie qu'il faut bien comprendre. Mais dès que la techno est disruptive, ces boîtes-là peuvent avoir une croissance phénoménale. La société de gestion s'attend à une performance annuelle de 30% sur ce type de fonds. Quelle société de gestion? Alors, il s'agit de Tikeo, qui sort sur le secteur de la cybersécurité, un fonds accessible à partir de 200 000 €. Quand même. Oui, c'est élevé. Oui. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces explications. On se retrouve lors d'un prochain numéro le mois prochain. On va maintenant passer en revue les stratégies qui peuvent être mises en place sur l'assurance vie pour cette nouvelle année. Vincent. Bonjour Thomas. Bien investir en assurance vie en 2023, exemple avec 3 portefeuilles. Mais avant, j'avais une petite question un petit peu, comment dirais-je, impertinente, mais est-ce qu'on peut encore bien investir en assurance vie? C'est la question qu'on se pose avec ces rendements qui sont tombés depuis quelques années. On en fait la chronique dans cette émission. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, la question sous-entend qu'on peut investir qu'à travers des fonds en euros en assurance vie, ce qui n'est pas le cas et on répète émission après émission. Aujourd'hui, la plupart de nos clients, par exemple, ont peu de fonds en euros dans leur contrat d'assurance vie. Ils ont plutôt, c'est une enveloppe fiscale qui permet de faire beaucoup de choses et qui peut d'ailleurs répondre complètement à la logique de prudence, d'équilibré, dynamique. Tout est possible avec l'assurance vie. Et c'est justement ce que vous allez nous proposer, 3 profils différents, prudent, équilibré, dynamique. Alors, on va mettre des chiffres derrière ces termes, prudent, équilibré et dynamique, parce que bien sûr, chacun n'a pas forcément la même notion de ce qu'est la prudence. Commençons avec le fonds prudent. En fait, l'idée, c'est de présenter une stratégie pour obtenir un placement relativement sécurisé et un gain espéré de combien? Autour de 3,5-4%. Sur un horizon de placement de 3 à 4 ans. C'est ce qu'on a essayé de construire. Je dirais surtout qu'on a essayé de faire quelque chose de très accessible, pédagogique. Après, les gens peuvent triturer ça et l'adapter. Mais effectivement, sur les prudents, on sera plutôt sur un rendement de 3,5 à 4%. C'est pas aujourd'hui, dans un contexte d'inflation autour de 5,5-6%, on n'a pas couvert l'ensemble du chemin. Et donc, on limite la casse. Mais on limite la casse. Donc, 3-4%, 3-4 ans, c'est à peu près le moyen mémotechnique qu'il faut c'est ça. Il faut avoir en tête que l'horizon de placement correspond plus ou moins au niveau de rendement qu'on peut espérer dans une stratégie bien construite. Donc, si on a 6-7 ans devant soi, on peut aller chercher du 6-7% par an aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on obtient cette performance? Comment est-ce qu'on espère la toucher avec ce profil prudent que vous qualifiez de prudent? Dans le fonds prudent, dans le portefeuille prudent qu'on propose, très accessible, très didactique, on a un tiers. À chaque fois, en fait, on a créé des enveloppes, des sous-enveloppes avec un tiers de fonds en euros. Mais là, les gens qui nous connaissent savent qu'on va plutôt afficher des fonds en euros qui n'ont pas la logique classique. Obligations d'État. On aime bien, par exemple, le fonds en euros sécurité infra-euro qui investit sur des infrastructures. Par définition, on a du temps devant nous, on est moins sensible à l'augmentation, à la baisse des taux. Mais en tout cas, aujourd'hui, le fonds euro sécurité infra-euro, en 2022, a délivré une performance près de 40% supérieure à la moyenne des fonds en euros. La moyenne des fonds en euros, 2022, c'est à peu près 1,7, 1,8%. La plupart des fonds, d'ailleurs, sont en progression. Le fonds sécurité infra-euro a fait 2,5%, donc 0,7% de plus que les fonds moyens. Donc déjà un fonds euro qui est un peu boosté. Qui va donner un peu la survitaminé. Couleur. Et après, on va aller chercher un peu plus de performance avec des SCI. On aime bien également. Alors, on peut proposer la SCI Cap Santé, qui a un objectif de rendement de 5%. Bien entendu, la SCI Prime-Alliance Imo-Trend, qui a délivré une performance autour de 4% en 2022. Donc, c'est ce qu'elle fera peut-être un peu plus dans ces eaux-là en 2023. Donc là, on arrive à aller améliorer un peu la performance du portefeuille. Et on va rester quand même un petit peu aussi, on va aller
mettre pour un tiers de fonds obligataires. Donc, on a identifié un fonds qui s'appelle ERCO Target 2028, qui est un fonds investi sur ce qu'on appelle les investment grade. Donc, c'est plutôt les obligations bon père de famille, obligations d'entreprise de bon niveau, pas avec bien un notés risque de par les mesurer, agences. bien noté, où on peut viser un rendement de 3,5 et 4,5 à l'année, donc sur un fonds qui a une échéance à 2028. Donc ça reste cohérent par rapport à la stratégie à 3-4 ans, légèrement plus ici. Donc voilà, la stratégie prudente, vous l'avez comprise. On va passer à la stratégie équilibrée. Oui. Alors, même schéma. Hein. Ouais. Là, on voit qu'on est sur une espérance de gain de 4 à 7% avec un horizon de placement de 4 à 7 ans. Voilà, c'est clair, c'est facile à retenir. Là, alors, on va abandonner le fonds en euros. De nouveau, la logique un tiers, un tiers, un tiers. On va avoir un tiers de fonds actions monétaires. Là, on se propose par exemple d'aller prendre un petit peu position sur les fonds de tracker, les fonds d'indices, avec un mélange d'actions, mi-actions, mi-monétaires. Donc, c'est le cas avec OFI, RS, Multitrack. On va revenir avec l'obligataire là aussi, mais un peu plus agressif. Avec le fonds Seco Yield 2026, là, on va avoir plutôt des obligations de niveau high yield, donc avec un peu moins bien noté, qui offre un peu plus de rendement. Mais là, nous, on aime bien ce fonds parce que sans nécessairement trop dégrader la note, on arrive à bien améliorer le rendement. Et on va finir avec, là, on commence à revenir sur du private equity. On a parlé dans la partie précédente. Investi sur des PME rentables, donc des PME qui ont déjà un modèle économique avéré. On est sur de l'obligataire à l'intérieur de ce fonds private equity et on le fait à travers le fonds FCPR Isatis Capital Vie et Retraite, disponible en assurance vie, parce que c'est vrai que vous l'avez évoqué juste avant, les fonds de non cotés disponibles en assurance vie sont assez rares, il y en a assez peu. Bon, on voit bien la logique, hein. Tout ça est question d'assemblage. Et on va finir avec la troisième stratégie que vous nous présentez, Ouais. qui est dynamique, avec une espérance de gain de 6 à 9% sur un horizon de 6 à 9 ans. Exactement. Donc là, on revient sur un peu les fonds qu'on avait évoqués ces dernières années, qui ont eu quelques difficultés pendant les années post-Covid. Donc notamment avec un tiers de fonds actions, mais c'est le fonds Pictet Global Megatrend. Alors ce qui nous intéresse à travers ce genre de fonds, c'est qu'ils sont pas mal exposés sur les méga tendances liées à la high-tech, à la technologie ou à la santé. Ces fonds ont plutôt eu des difficultés en fin d'année, en tout cas en 2022. Ils ont, je rappelle, le Nasdaq a perdu près d'un tiers de sa valeur. Donc aujourd'hui, on considère qu'il y a un bon point d'entrée sur ce genre de fonds. Et puis, donc ça, c'est la partie la plus agressive du portefeuille dynamique. Et on va ensuite continuer sur là aussi du private equity, avec 2 compartiments, mais pour aller chercher des rendements autour de 6-9%. Donc à 6-9%, on va battre l'inflation. Aujourd'hui, il faut prendre un risque conséquent, mais on va le faire de façon, malgré tout, à notre avis, assez mesurée. On va reprendre le fonds qu'on avait dans le portefeuille équilibré pour à peu près un tiers de Capital Vie Retraite qui lui investit, on l'a dit, plutôt sur des PME rentables. Et puis on va finir avec un fonds de ce qu'on appelle de dette mezzanine, c'est-à-dire c'est de la dette plutôt qui distribue des rendements assez agressifs. C'est pas de la dette senior, c'est-à-dire qu'elle revient en remboursement en deuxième derrière. C'est un peu plus risqué. C'est un peu plus risqué. Les taux si aujourd'hui, l'entreprise fait défaut. En tout cas. voilà, si l'entreprise fait défaut, on est sur des taux qui vont entre 8 et 10% parfois, peut-être un peu plus. Et là, effectivement, on le fait à travers un FCPR, donc un fonds à risque de nouveau, mais qui est géré par une maison très réputée, Eurazeo Private Vie Value Europe. Là aussi, c'est assez exceptionnel de trouver ce genre de fonds en assurance vie. C'est plutôt des fonds qui étaient destinés aux institutionnels dans le passé. Ça, voilà, on pense qu'avec cette liste de courses qu'on a constituée là, on peut à peu près servir les 3 stratégies de façon assez simple. Alors, vous pouvez le faire de votre côté. Faites-le avec nous si cette stratégie vous séduit. Alors voilà, c'est très clair, hein, ces différentes stratégies que vous proposez pour 2023. Quelques questions qui nous sont parvenues avant l'émission sur le site de bienprévoir.fr. Bernard demande assurance vie et bourse en titre vif. C'est assez vague. C'est assez vague. Ça vous inspire ? Oui, ça m'inspire. Il y a très peu de contrats d'assurance vie qui aujourd'hui proposent l'investissement en titre vif. Je sais que par exemple, Generali le propose. Nous, on distribue un contrat d'assurance vie de chez Generali, Imalia, qui permet d'investir sur des titres vifs. Il y a une sélection de titres vifs, c'est pas tout le CAC 40, tous les marchés. Mais par contre, il y a une autre solution aussi, c'est de le faire à travers des trackers, des fonds de trackers actions en assurance vie. Question de Michel, hein, on l'a un peu abordé ce sujet, mais est-il judicieux de conserver son assurance vie compte tenu de l'inflation ? Je pense que si on suit la
parties qu'on vient d'évoquer et qu'on a une stratégie offensive, prudente, on ne va pas battre l'inflation, mais offensive, dynamique, voire équilibrée, on peut envisager de battre l'inflation, surtout si dans les 6 mois qui viennent, le niveau d'inflation se calme en France. Et puis, une question un peu adjacente de Stéphane. Faut-il garder ces vieilles assurances-vie qui ne sont plus commercialisées, par exemple, ou bien en sortir pour investir dans des nouvelles? Alors, on peut faire les deux. Nous, on recommande de garder les anciens contrats d'assurance vie parce que souvent, ils ont un bonus fiscal qui est attractif, qu'il faut conserver. Par contre, les fonds seront un peu datés et sans faire mauvais jeu de mots. Et par contre, après, à côté, ça peut valoir le coup de conserver cette enveloppe-là, de faire quelques rachats et d'ouvrir, replacer sur un nouveau contrat de nouvelle génération une partie de ces rachats. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Et puis, on se retrouve dans un mois pour de nouvelles stratégies. On va s'intéresser tout de suite au bilan des SCPI et à ce qu'on peut attendre de ce millésime 2023. SCPI, c'est notre quart d'heure SCPI avec Jérémy Chor. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Et on commence comme d'accoutumé avec un petit rappel de ce qu'est une SCPI, parce que c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui regardent cette émission pour la première fois et qui ne sont pas familiers avec cet acronyme. La SCPI, c'est un fonds immobilier qui permet d'investir et de se constituer un patrimoine immobilier diversifié puisque investi généralement sur des centaines d'immeubles avec des centaines, voire des milliers de locataires. C'est un fonds qui est à la fois souple et accessible parce qu'on peut investir une fois, plusieurs fois, en versement régulier, etc. On peut investir un peu, beaucoup. Et c'est surtout un fonds qui permet de savoir où on met son argent puisqu'on connaît la stratégie d'investissement de la société de gestion avant d'investir. Beaucoup l'appellent la pierre papier, mais vous jamais, vous n'utilisez pas ce terme. Non, j'utilise pas ce terme, j'utilise plutôt moi l'épargne immobilière. La pierre papier, ça paraît quelque chose de très virtuel dans une maison en carton. Et pas concret, alors que les SCPI sont composés d'actifs, d'immeubles réels dans lesquels il y a des locataires, des utilisateurs. Ouais, donc il y a une raison pour laquelle vous n'utilisez pas ce terme. Exactement. Je m'en doutais. Alors, que retenir de 2022? En effet, c'est l'heure des bilans. Comment s'est passé ce millésime ? Alors, on n'a pas encore le résultat définitif de l'année 2022. On attend encore quelques résultats de la part de certaines sociétés de gestion. Néanmoins, ce qu'on peut retenir, c'est que ça a été une année compliquée dans le contexte. On a commencé l'année avec de l'inflation qui s'est amplifiée tout au long de l'année. On a le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui est intervenu maintenant il y a presque un an. On a eu également la hausse des taux d'intérêt, donc une année un peu chahutée. Néanmoins, ce qu'on retient, c'est que c'est une année record pour les SCPI, puisque elles vont dépasser leur historique en termes de collecte. Le précédent record était de 8,5 milliards en 2019. Là, on va frôler ou peut-être même dépasser les 10 milliards d'euros. Donc ça se démocratise de plus en plus. C'est vraiment un placement qui est en train de séduire les Français. De la valorisation de l'immobilier. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est en train de repartir à la hausse. Il y avait eu une très légère baisse en 2020, année Covid, mais très légère, 5% par rapport à 2019. Et on est remonté donc l'année dernière et on devrait cette année, malgré tout ce qu'on vient d'évoquer comme point négatif dans le contexte, avoir un rendement supérieur à 4,50. Donc ce qui est quand même assez intéressant dans le contexte actuel. Là, je ne vois pas bien, mais c'est quoi, 4,50 ou 4,90 4,50 le dernier, sachant que 4,50, d'accord. Je suis assez prudent, j'ai mis le taux qu'on devrait avoir minimum. On entend beaucoup parler d'un taux qui sera situé entre 4,50 et 4,70. Alors, est-ce qu'on peut tabler, on l'a vu, il y a ce petit creux, c'est reparti, on peut tabler sur cette dynamique? Est-ce que ce rythme va se maintenir? Qu'est-ce que vous anticipez en tant que spécialiste justement de ce marché? Alors, on a un marché là aujourd'hui qui est encore une fois un peu incertain et compliqué parce que on ne peut plus utiliser vraiment le levier du crédit. Les taux ont fortement remonté. On a une inflation. D'ailleurs, l'inflation a en partie contribué à cette performance qui s'est maintenue, voire qui va dépasser. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également les rendements qui sont en hausse pour certaines SCPI. Et je pense au retour en force de la classe d'actifs dans l'hôtellerie et dans le commerce,
qui avait connu des baisses par le passé. Donc, il n'y a pas de baisse de valorisation des SCPI qui est prévue, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de baisse des valeurs sur l'immobilier, mais c'est intéressant de le rappeler quand même, les SCPI ont un matelas de sécurité dans la mesure où très souvent, leur prix de part est inférieur à leur valeur de reconstitution. Donc, même si on devait avoir quelques baisses de valorisation, on a ce coussin de sécurité qui permet de ne pas impacter la valeur de la SCPI. Et ces baisses de valorisation donnent un point d'entrée à certaines SCPI. Alors, c'est vraiment, il faut distinguer, on ne peut pas faire de généralité, on ne peut pas comparer un immeuble de bureau prime à Paris et un immeuble de bureau en région. Mais ce qu'on voit, c'est que l'immobilier de bureau, notamment en région, a très très bien résisté parce qu'il y a moins de télétravail dans ces zones-là, notamment, à l'inverse d'autres zones comme Paris Défense, par exemple. Et donc, au final, vous dites, on va continuer sur une dynamique forte en termes de rendement, par exemple, par rapport au graphique qu'on a vu précédemment. Alors, ce qu'il va falloir analyser, on n'a pas encore tous les résultats, mais c'est justement la distribution des SCPI et sa composition, parce que les SCPI, les sociétés de gestion, peuvent distribuer le résultat courant, les loyers qu'elles encaissent, mais elles peuvent également piocher dans leurs réserves, soit le report à nouveau, soit également utiliser les plus-values, puisque quand elles revendent des immeubles achetés il y a 15-20 ans, elles font un peu de plus-value, elles peuvent la distribuer. Donc il va falloir qu'on analyse de très près la distribution et sa composition pour savoir si effectivement on va pouvoir tabler sur cette continuité dans la stabilité, voire la hausse des rendements. On devrait être stable parce qu'on est quand même sur un point d'entrée où aujourd'hui, quand on arrive et qu'on est full cash, j'ai envie de dire, les SCPI collectent quand même beaucoup d'argent. Elles ont un pouvoir de négociation. Un actif qui s'achetait avant sur un taux de capi à 4%, aujourd'hui on peut l'acheter à 5 ou à 6% selon les marchés, selon les contextes. Alors, dans ce paysage, est-ce qu'il y a des SCPI qui ont vos faveurs? Les meilleurs pour vous, ce sont lesquels? Alors, les meilleurs SCPI, alors moi je vais prendre un peu, peut-être vous décevoir, mais Non. on voit beaucoup de classements là, qui apparaissent quasiment tous les jours sur Internet et dans la presse et qui prennent en compte un seul critère, c'est le taux de distribution. Alors, certes, le taux de distribution... C'est facile à classer en même temps. C'est très facile à classer. Le taux de distribution, ça fait partie des indicateurs qu'on regarde, mais il n'y a pas que celui-ci. Puisque nous, ce qu'on souhaite quand on conseille des SCPI à nos clients chez Prim'Alliance, c'est avoir de la performance, mais sur la durée. Donc, on peut peut-être montrer un deuxième diapo avec un portefeuille que j'ai préparé, où on est sur une allocation méga tendance. Ça veut dire qu'on va investir sur différentes classes d'actifs, Immorente, Épargne Pierre, Activimo, Kianeos Pierre et la foncière des praticiens. Donc, on a à la fois du commerce, du bureau, de la logistique, du résidentiel et de la santé. Et donc là, on est investi sur des milliers d'actifs avec des milliers de locataires. Donc là, ça, c'est votre portefeuille idéal. Alors, idéal. En tout cas, robuste. Robuste, exactement. Là, quand on investit dans ce portefeuille-là, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises sur la durée parce que, on est déjà très diversifié, à la fois sur les secteurs d'activité, mais aussi sur les secteurs géographiques. Et on est sur une performance, là, si on regarde les taux de 2022, on devrait être sur un taux à 5,21%. Donc largement au-dessus de la moyenne du marché qui est de 4,50. Et là, j'ai quelque chose, on peut dire un portefeuille bon père de famille qui va bien se comporter et qui va aussi bien se maintenir sur le rendement que sur les valorisations des prix dans les prochaines années. Oui, on a compris que la perf, c'est une chose, mais il ne faut pas regarder que ça, c'est la perf sur la durée, la qualité du sous-jacent, en quelque sorte. Alors, qualité de l'immobilier. Qualité, ouais, des immeubles. Frédéric nous demande, il existe 4 SCPI qui ont pour vocation de générer des économies d'impôts. Non, ça, c'est pas la question, là, c'est la réponse. Avez-vous des placements SCPI défiscalisants? Oui, il existe des SCPI qui permettent de bénéficier de réductions d'impôts. Il y en a de moins en moins sur le marché, mais il en existe toujours. On peut investir dans différents dispositifs, alors beaucoup dans l'ancien pour réhabiliter le patrimoine immobilier ancien à travers des lois Malraux par exemple, à travers des lois de déficit foncier également, de Normandie et dans le neuf aussi sur du Pinel. Donc là, on investit, on génère des réductions d'impôts. Mais il y a d'autres façons aussi parce que pour les investisseurs qui ne sont pas prêts à accepter la contrainte de la durée d'investissement, parce que c'est souvent un investissement très long, on est souvent sur des périodes supérieures à 15 ans, on peut alléger sa fiscalité en investissant en démembrement de propriété, par exemple, ou sur des SCPI qui investissent à l'étranger ou encore dans l'assurance vie. Question de Jean. Est-ce qu'on pourrait dire un mot des SCPI
et de donner la période de latence, les périodes de latence. C'est-à-dire que ça, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on n'est pas familier avec ce type d'investissement, qu'on ne connaît pas toujours, la période de latence. Pour revenir là-dessus. Alors, c'est ce qu'on appelle le délai d'entrée en jouissance. Effectivement, lorsqu'on investit dans une SCPI, il faut laisser le temps à la société de gestion d'acheter des actifs immobiliers avec l'argent qu'on leur confie. Donc, le délai d'entrée en jouissance, il est souvent de 2 à 5 mois, et vous pouvez retrouver ça sur le site de Prime Alliance. Vous avez la liste des SCPI, il y a un onglet qui s'appelle marché de parts, et ensuite vous avez plein d'indicateurs clés où il y a le délai d'entrée en jouissance qui est indiqué pour chacune des SCPI. Et très concrètement, c'est-à-dire qu'on ne touche pas de loyer pendant cette période d'entrée en jouissance et que ça commence à tomber après 2 ou 5 mois. C'est ça, exactement. Et, les plus courts sont par exemple Immorente, c'est le premier jour du 3e mois, donc j'ai 2 mois de franchise, de loyer entre guillemets, et je vais commencer à toucher ensuite. C'est très clair. Merci beaucoup Jérémy pour toutes ces explications. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode consacré à ce sujet qui est le vôtre, les SCPI. À très vite. Et on va finir avec un dernier chapitre que j'annonçais en introduction et qui devrait vous intéresser parce qu'il est assez peu commun, c'est l'investissement en tant que marchand de biens. Cette thématique des marchands de biens, on accueille Victor. Bonjour Victor. Bonsoir Thomas. Vous êtes directeur des partenariats chez Extindam. On commence toujours par présenter un peu les maisons qui acceptent de venir nous rendre visite. Alors Extindam, en quelques mots. En quelques mots, Extindam, on est une société de gestion. On gère à peu près 3 milliards d'actifs sous gestion. Historiquement, on est connu sur le domaine hôtelier. Et là, il se trouve qu'on a lancé un fonds un petit peu opportuniste qui sort un peu des sentiers battus en étant adossé à une famille très connue du monde de l'immobilier qui s'appelle Herman, le groupe Herman Frères Immobilier. Et qui, eux, justement, font ce beau métier de marchand de biens. Exactement. Eux, en fait, ils ont une double activité historique. Alors, pour remettre dans le contexte, c'est une famille qui existe depuis 75 ans. Enfin, le groupe familial existe depuis 75 ans. Ils ont une double activité. Ils ont une foncière pour compte propre sur laquelle ils vont gérer à peu près 1 milliard d'actifs sous gestion immobilier. Et ils ont une activité de marchand de biens sur laquelle ils vont déployer un peu plus de 100 millions d'euros d'investissement par an, ce qui en fait parmi les plus gros marchands de biens privés français. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces métiers immobiliers, qu'est-ce que c'est un marchand de biens ? Un marchand de biens, de manière très simple, c'est quelqu'un qui va acheter un immeuble, qui va le valoriser ou le revaloriser au travers de travaux ou au travers du bilan locatif. Un exemple très concret, c'est il va acheter un immeuble de bureau, les loyers sont sous-valorisés, il va par exemple faire une indemnité d'éviction, faire sortir les locataires, faire des travaux, replacer de nouveaux locataires sur des valeurs locatif plus élevé en vue de le revendre avec une plus-value. L'objectif, c'est d'acheter et de revendre avec une plus-value, très simplement. Et donc, c'est l'idée de ce fonds qui est assez récent, hein, il a quelques mois maintenant ? Exactement, ça va faire un peu plus de 6 mois maintenant que ce fonds-là a été lancé. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de rendre accessible ce métier, qui est un métier vraiment de professionnel, à des particuliers qui ne sont pas forcément familiers de cet investissement, ce type d'investissement ? C'est exactement ça. L'intérêt, en fait, c'est d'être adossé au groupe Herman. Concrètement, en fait, on va réaliser, le fonds va aller co-investir sur les mêmes opérations qu'Herman. Donc, finalement, ça va nous garantir un certain intérêt, une certaine plus-value à réaliser des opérations avec eux, puisqu'ils ont un track record qui est tout bonnement inégalable. Ils ont une expérience également sur ce type d'opération-là qui est très importante. Et c'est des incontournables du marché, tout simplement. Et donc, en termes de fonctionnement au quotidien ou en termes de stratégie, il y a une ambition d'aller sur certains types d'immobilier ou comment ça va se dérouler ? Alors, les investissements vont être assez en raccord avec ce que fait Herman d'habitude, c'est-à-dire principalement déjà en termes de localisation géographique, à peu près à 80% des acquisitions, ça se fera sur du Paris intramuros, petite couronne parisienne. Donc, de fait, ça va être un fonds extrêmement prime. Et en matière de catégorie d'actifs, on va aller principalement viser du bureau et du résidentiel. Donc du bureau dans le quartier central des affaires parisien et des beaux immeubles résidentiels également. Et alors,
On l'a compris, hein, c'est un métier où on porte un risque assez important parce que voilà, il faut acheter correctement, faire sortir les locataires souvent, faire des travaux et recommercialiser, beaucoup d'étapes. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut espérer en échange comme retour sur investissement? C'est quoi les moyennes de rendement sur cette activité de marchand de biens? Alors sur le fonds en question, on va viser généralement un TRI qui va être supérieur à 8%, sachant que l'intérêt, c'est que c'est un fonds qui sera mutualisé puisqu'il aura à peu près... Alors, il va réaliser des cycles d'investissement. Il a une durée de 7 ans. Il y a 2 à 3 cycles d'investissement. Donc, ça sera entre 5 et 10 opérations financées par cycle. Donc, il y aura une certaine diversification. Voilà. Après, il est important de parler des risques. Enfin, vous avez évoqué les risques. C'est important de les souligner. Après, les risques, ils sont multiples. Risque de perte totale ou partielle en capital. Risque de liquidité. Risque de taux également. Pour créer de la performance, un outil important pour créer de la performance, c'est l'effet de levier. En l'occurrence, on va être leveragé aux alentours de 70% sur ce type de fonds-là. C'est une norme hein, dans les opérations de marchand de biens, voire même des fois c'est un petit peu plus. Et est-ce qu'on peut prendre des exemples concrets? C'est-à-dire qu'en général, une opération, c'est combien de millions investis et combien de sorties? Alors ça va être très variable dans les opérations qui sont ciblées. On peut dire qu'on va investir entre 1 million et 3, 4, 5 millions d'equity. Donc c'est des actifs qui à l'achat vont faire entre 4 millions et 25, 30 millions pour les plus gros. C'est là où vient la dette, hein, l'effet de levier de 70% Exactement. Que vous mentionnez tout à l'heure. Là-dessus, on va engager des travaux de quel ordre, quel pourcentage finalement de l'investissement? Alors ça va être très variable, mais dans les premiers investissements là, qui sont pressentis, on est sur 10%, 10 à 20% de l'enveloppe globale de l'investissement. Sachant que les durées, pour vous donner une idée, les durées de portage moyennes se font aux alentours de 24 mois sur une opération. Donc ça va assez vite. Et avec un gain à la sortie, donc, que vous mentionnez en moyenne espéré de 8%. Hein. C'est ça le retour sur investissement anticipé. Est-ce qu'il y a des immeubles en cours actuellement ou des travaux en cours? Exactement. Alors le fonds a procédé à des premières acquisitions, notamment une qui est située rue d'Astorg sur un magnifique hôtel particulier, donc avec une acquisition à un prix métrique très, très bien acheté, on va dire. Il y a une deuxième acquisition qui a eu lieu également à Boulogne-Billancourt. Là, on va parler, ça va être du résidentiel, sur un immeuble résidentiel. On a acheté des logements, là aussi, à prix décoté, où il y aura un petit programme de rénovation avant une recommercialisation. Il y a d'autres adresses qui sont en cours d'étude, notamment les Champs-Élysées et de la rue de Miromesnil. Pardon. Et au final, vous visez une enveloppe de combien dans ce fonds? Vous êtes fixé un objectif? Alors, c'est à peu près 50 millions de capitaux propres, donc pour aller déployer quasiment 150 millions d'euros d'investissement. Parce que c'est aussi ça la difficulté, c'est-à-dire que ce n'est pas un marché illimité. Il faut aussi, quelque part, se restreindre aux meilleurs immeubles ou pas, peut-être c'est pas le cas. Alors si, pour le coup, en fait, c'est très restreint. D'ailleurs, on a décidé, en fait, le fonds a été ouvert jusqu'au mois de juin. On a décidé de ne pas dépasser la taille limite de l'enveloppe. Aujourd'hui, la collecte est très très bonne sur ce fonds-là. On devrait atteindre... Vous êtes à combien aujourd'hui? On est à peu près à 35 millions de collecte. Donc il reste encore 15 millions. Exactement, et on devrait le clôturer par anticipation avant la fin officielle de la commercialisation. Chose très importante, il faut rappeler une chose sur ce type de fonds-là, parce qu'on n'a pas mentionné le nom, mais je vais le faire. Donc, le fonds s'appelle le FPCI Hermann Frères Immo Opportunité. Il faut préciser une chose très importante, il s'agit d'un fonds professionnel, donc il va viser une clientèle avisée au sens de la réglementation. Important. Et donc, avec des tickets d'entrée minimum? Des tickets d'entrée minimum qui vont être de 100 000 euros. Voilà, des risques. Mais 100 000 euros, d'ailleurs, qui ne qualifient pas le professionnalisme ou pas. Il faut avoir cette somme non négligeable et en plus être au fait de ces marchés. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'on est riche qu'on est considéré comme professionnel. Alors là, en l'occurrence, là, on vise une clientèle avisée. Donc, en l'occurrence, quelqu'un qui a 100 000 euros. Après, bien sûr, il y a une connaissance client à avoir et autres. Mais un client qui a 100 000 euros peut rentrer dedans. Même s'il connaît rien du tout à ce métier. Alors, ça va dépendre de son profil de risque. Ouais. Alors là, pour le coup, on va inviter les personnes intéressées à remplir les KYC. De leur conseiller exactement. C'est bien sûr, c'est un fonds qui ne va pas adresser tout type de clientèle. Et là, pour le coup, ça sera les conseillers pourront faire le travail de voir qui peut être éligible, entre guillemets. C'est très clair. Ciblé d'investissement. Un mot de conclusion? Écoutez, non, je pense que c'est le moment d'investir. En fait, le marché aujourd'hui devrait présenter quelques opportunités. Comme on le sait, on est dans un environnement où les taux sont en train de remonter. Donc, qui dit taux qui montent dit prix qui peuvent baisser peut-être? Potentiellement, mais en fait, dans le domaine des marchands de biens, en phase de tension,
quand les tensions arrivent, c'est là où finalement on peut faire les meilleures affaires. Parce qu'il voilà, on risque d'avoir certains, alors ceux qui ne sont pas vendeurs pourront toujours porter, mais les vendeurs risquent à un moment de devoir un petit peu plier. Et tout l'intérêt d'avoir un marchand de biens privé, notamment, c'est d'avoir une flexibilité, une agilité à aller saisir les meilleures opportunités. Généralement, les dossiers vont signer sans conditions suspensives de financement. Et aujourd'hui, dans un monde où le financement est en train de se restreindre, ça donne de la force à la négociation pour pouvoir acheter dans de très bonnes conditions. On rappelle le nom de ce fonds. Donc FPCI, Hermann Frères, Immo Opportunité. Voilà. Si vous avez 100 000 euros, c'est pour vous. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous. De nous avoir présenté cette stratégie d'investissement dans l'immobilier. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve très vite le mois prochain pour un nouvel épisode.